Après 3 ans et demi, imaginez, vous pouvez imaginer justement comment est-ce qu'on est heureux de recevoir le docteur Louis Fouché, qui est médecin, anesthésiste, réanimateur et spécialisé en éthique de la santé. Il s'intéresse avec finesse et nuance aux faillites et beautés de notre monde. Avec sagesse, il inspire de nombreux citoyens à passer à l'action pour oser transformer notre société. Il est aussi évidemment à l'origine de tous ces collectifs Réinfo qui existent maintenant dans plusieurs pays dans le monde. Le docteur Louis Fouché. Bonjour, merci beaucoup d'être là. C'est la 2e fois que je viens au Québec, cette fois-ci en famille, et un peu en famille avec vous aussi, avec Réinfo, autour de tout ce qu'on avait vécu, tout ce qu'on avait aussi envie de vivre. Et puis du témoignage des différentes personnes qui étaient passées à l'action, ou qui étaient restées en retrait, ou qui avaient décidé au contraire de prendre du recul par rapport à ce qu'ils vivaient de souffrance dans leur travail ou dans leur implication dans la vie sociale. Et aujourd'hui, donc on a posé 5 thèmes différents pour les différentes conférences avec des intervenants, dont certains sont ici, là-bas, Bernard, Louis-Olivier, pour essayer de réfléchir ensemble à ce qui nous arrive. Parce qu'on a quand même l'impression d'être dans une sorte de moment un peu chaotique. Et pour ça, il faut probablement se poser un petit peu et arriver à prendre du recul. Les Grecs appelaient ça l'époqué raisonnable. L'époqué, l'époque, le temps. Donner du temps. L'époqué, c'est, pour les Grecs, la suspension du jugement. C'est-à-dire, je vais me permettre de ne pas conclure. Je vais m'autoriser à ne pas prendre parti tout de suite, à ne pas dire je suis pour ou je suis contre. Il faut absolument faire ça ou il ne faut pas faire ça. Je vais juste suspendre mon jugement et essayer d'observer le monde avec attention et d'observer une chose en particulier, moi. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et la thématique d'aujourd'hui qu'on a choisie, c'est autour de cette idée de résistance ou de résilience. C'est poser la question, est-ce que ce sont les bons mots? Parce qu'on voit apparaître un vocabulaire de plus en plus fleuri autour des différents groupes, des différents clans, des différents gangs qui se sont composés ces dernières années, jusqu'à traiter les autres de moutons, de conformistes, de normises. Et il y a des blagues assez rigolotes sur les normises en France. Vous regarderez sur Twitter, il y a un humoriste qui s'appelle Au Bon Tweet français qui a fait une typologie des normises. Et il s'est inspiré de La Fontaine, donc il s'inspire d'animaux différents, quoi. Les autruches, les castors qui construisent des barrages électoraux, voilà, ceux qui veulent pas voir. Et il fait toute une typologie. Alors à la fois c'est drôle, et à la fois, est-ce que c'est la bonne façon de regarder? Est-ce que ça nous met en lien ou pas? Est-ce que ça permet de résoudre? Est-ce que ça indique les bonnes cibles ou pas? Mais avant de vous parler de tout ça, voilà, je voulais d'abord vraiment vous remercier d'être ici, de prendre du temps sur votre vie familiale, votre vie personnelle, pour qu'on se réunisse ensemble. Je sers de prétexte et c'est très heureux, parce que pour moi, un des enjeux les plus importants, c'est que les humains se réunissent et commencent à se mettre patiemment à construire. Vous savez qu'en France, on a la French Theory. La French Theory, c'est dans les années 70, tout plein de philosophes qui ont beaucoup influencé le monde de la pensée, et y compris aux États-Unis, surtout dans les universités américaines, et qui sont les philosophes de la déconstruction. Il s'agissait de déconstruire. Ouais, déconstruire, c'est détruire. Hein. Enfin, voilà. Donc de déconstruire tous les repères habituels, sociologiques, historiques. Et ça, c'est le ferment de l'idée du cancel, quoi. Qu'il faudrait refaire l'histoire aussi, réécrire l'histoire, la changer, on est imparfait, qu'il faudrait casser les codes sociaux, casser les codes relationnels qu'on aurait habituellement. Pourquoi il faudrait les casser? Parce qu'ils sont à l'origine de structures de domination. Et notamment, c'était cette idée de la domination du patriarcat blanc, hétérosexuel, chrétien, qui domine le monde et qui imposerait aux femmes, à ceux qui ne sont pas blancs, à ceux qui ne sont pas hétérosexuels, à ceux qui ne sont pas chrétiens, une domination permanente et une oppression permanente.
Il y avait un certain bon sens. Vous pouvez dire, ouais, peut-être qu'il y a une réalité derrière ça. Mais on arrive comme au bout de cette idéologie qui a impacté toutes nos structures organisationnelles collectives. Et donc, je crois que maintenant, la question, c'est plus tellement de déconstruire, c'est sur les cendres, sur tout ce qui est en train encore de brûler sous nos pieds, qu'est-ce qu'on peut construire? Qu'est-ce qu'on peut, dans ce chaos-là, récupérer, qui semble chouette, et arriver à en faire une bulle ensemble dans laquelle on arrive à vivre. Puis une bulle qui soit ouverte sur le monde extérieur, pas une bulle autistique dans laquelle on s'enferme, mais au contraire, plutôt qu'un navire, une arche, qui soit prête à affronter les tempêtes, et dans laquelle on convie et le lion et la gazelle à venir ensemble et à essayer de trouver une terre de paix. Je fais référence à, comme on est dans une église, au déluge, vous avez compris quoi, où Noé essaye de construire quand même quelque chose d'improbable, un bateau pour traverser les tempêtes, dans lequel il va mettre et un lion et une gazelle. Ça risque de pas bien se passer à bord, hein, vous comprenez. Et il cherche une terre de paix. Cette terre où, vous savez, la colombe ramènerait le rameau d'olivier. Ah, ça y est, on a trouvé enfin cet endroit où on peut atterrir, le déluge est terminé. Mais la terre de paix, elle est dans le bateau. Elle est à créer dans le bateau. Tant qu'ils ne l'ont pas créée entre le lion et la gazelle, ils ne la trouveront pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur qu'ils doivent d'abord la trouver. Et ça, c'est une grande partie de ce qu'on a à accomplir aussi. Et il y a des chances que si on se positionne en résistant contre les normismes, contre les moldus, vous connaissez les moldus? Je ne sais pas si c'est la même traduction. Contre tous ceux qui n'ont pas vu et qu'il faudrait réveiller en plus, à coups de seau d'eau dans la figure, il n'y a pas grand monde qui a envie d'être réveillé à coups d'électrochoc ou de seau d'eau, il y a des chances qu'on n'arrive pas à faire la paix entre la gazelle et le lion. Et qu'on ne trouve jamais une terre de paix, et que notre arche incertaine continue d'errer à travers les tempêtes pendant un bon moment. Alors je vais revenir sur cette idée de résistance. Parce que c'est un imaginaire qui renvoie en France, ça doit être pareil ici, à 39-45, et à la lutte de certains peuples d'Europe contre le joug nazi. Et avec d'emblée un positionnement moral. Les résistants seraient le bien. Et les nazis le mal. Donc aujourd'hui, ceux qui se positionneraient comme résistants seraient le bien. Pas sûr. Vous avez peut-être vu passer quelques échanges musclés sur Twitter entre résistants. Vous avez peut-être vu passer quelques échanges musclés entre résistants au Québec, au sein de certains groupes ou d'autres. Peut-être, je ne sais pas, en France en tout cas, c'est arrivé. Montrant que le bien, le mal, la vérité, la justice, pas sûr au sein des résistants. Or là, le fait de s'arroger la résistance serait se mettre sous la protection de cette aura éthique et morale du bien. Et donc pourrait justifier toutes actions, puisqu'on fait le bien. Est-ce qu'il faudrait être résistant alors? Et être le bien, l'incarner avec son épée de justice pour, à la fin, que certains marquent sur leur Twitter ou sur les textes qu'ils produisent ou leurs différentes interventions publiques disent ni oubli ni pardon. Vous avez entendu ça aussi. Ni oubli ni pardon. Pas sûr qu'on arrive loin avec ça. Hein. Parce que ni oubli ni pardon, ça peut aller loin. Hein. Jusqu'à la grande épuration vengeresse, quoi. Parce qu'il faudrait remettre à zéro les compteurs, faire un grand reset. Hein. Il y en a d'autres qui y ont pensé. À Davos. Un grand reset de tous les salopards qui ont comploté à essayer de nous asservir. Ce serait comme une réaction, la résistance, à une oppression qu'on subit et dont on prend conscience maintenant, mais qui n'est absolument pas neuve. L'oppression qui a eu cours pendant le Covid n'a rien de neuf. Rien n'est nouveau. La corruption dans le monde scientifique, ça date pas du Lancetgate, quoi. Je veux dire, enfin, la mainmise des laboratoires pharmaceutiques sur l'industrie de la santé, ça date pas du vaccin ARN. Hein. La corruption des élites politiques par les multinationales financiarisées. Ah bon, c'est nouveau que des hommes politiques ou des femmes politiques prennent des décisions parce qu'ils ont reçu un pot de vin ou parce qu'ils sont idéologiquement biaisés. Non, ça n'a rien de neuf, en fait. Le terrorisme d'État,
qui terrorisent ces populations pour les maintenir asservies sous leur joug. C'est pas nouveau non plus. Combien de fois il y a eu du terrorisme d'État? Et il n'y a que du terrorisme d'État. Je vous renvoie à Bounan, un auteur qui a écrit là-dessus, sur la logique du terrorisme, et qui montre qu'il n'y a pas de groupe humain réellement qui font des actes terroristes. C'est pas vrai. C'est toujours du terrorisme d'État. Ok. Alors, ça bat en brèche tout un narratif mythique, mythologique. Ah, Louis Fouché, je serais le petit-fils d'un résistant. C'est vrai, c'est vrai. Didier Raoult, sa mère et son père ont participé à faire le réseau Mithridate en France. C'est vrai. Mais est-ce que parce que nos parents ou grands-parents ont fait quelque chose, on est obligé de subir le karma familial? J'en vois certains qui sont tentés de répondre oui. L'épigénétique transgénérationnelle, la grande roue du samsara, vous l'appelez comme vous voulez, en fonction de la culture, quoi. En médecine, on appelle ça l'épigénétique, vous savez. On parle de l'ADN et on dit que l'ADN s'exprime d'une certaine manière liée à l'environnement. Ce qu'on mange, les traumatismes qu'on a reçus, notre activité physique, notre façon d'être au monde, etc. On appelle ça l'épigénétique. Il y a la génétique, d'accord, mais il y a l'épigénétique. L'épigénétique gouverne l'expression des gènes. Et ces gènes sont enroulés autour d'un manche-fil, un peu comme les manche-fils pour les souris, les ordinateurs, vous avez déjà vu? Le truc, on tire dessus et ça se enroule comme ça. Ça s'appelle un histone. Et ces histones sont plus ou moins enroulés et laissent place à différents endroits d'expression en fonction de leur méthylation, de leur adénylation, de leur acétylation et de l'impact des micro-ARN. Et on découvre, effaré, avec cette histoire d'épigénétique, qu'elle se transmet de parents à enfants, de grands-parents à petits-enfants, de souris de la génération 0 à la génération N+3, quoi. Des souris à qui vous avez donné du sucre à gogo, qui sont devenues obèses et diabétiques. Ça existe, on fait ça en recherche, pauvres souris. On fait ça aussi dans les supermarchés. Dans les distributeurs de coca. Ces pauvres souris qui sont devenues des souris agouties, ça s'appelle comme ça, elles sont toutes grosses, toutes jaunes. Même si vous les nourrissez correctement, elles vont mettre 3 ou 4 générations avant de commencer à retrouver un phénotype normal de petites souris grises. Elles vont rester obèses et diabétiques pendant 3 ou 4 générations. Des souris que vous soumettez à des perturbateurs endocriniens, c'est pareil, c'est X générations avant de retrouver quelque chose comme de la normalité. Donc ça se transmet. Donc il se transmet des caractères, il se transmet des traumas à travers les générations. Et probablement que la crise qu'on vit nous a été transmise par les générations précédentes, par peut-être même encore les générations précédentes. Et si on la rejoue pareil, on ne la résoudra pas. Vous avez compris que la crise du nazisme, résolue par le grand frère américain qui vient débarquer après qu'on ait résisté péniblement à l'oppresseur et qu'on ait été sauvé grâce au drapeau aux étoiles, c'est notre problème, précisément, en France et en Europe. C'est très précisément notre problème. Être sous le joug américain au niveau culturel, économique, médical, etc. et idéologique. Et donc être devenus des Américains, alors qu'on n'était pas des Américains. Donc si on emploie le vocable de résistance pour définir notre action de ces dernières années, il y a des chances qu'on espère une sorte de résolution d'un grand frère venu d'outre-Atlantique, élu après une tentative d'assassinat ratée, et qui viendrait nous sauver, quoi. Ouais. Pas sûr. Pas sûr. Si ça arrive, tant mieux, Inch'Allah. Mais voilà. C'est pas un chemin de souveraineté, en tout cas. Ou alors un autre grand frère, tsar blanc des plaines de l'Est, qui aurait enfin réglé son compte à tous les dégénérés ukrainiens, qui vendent des enfants, etc. Et qui, enfin, en leur mettant la pâtée de manière militaire, réussirait à faire mettre à genoux l'OTAN et nous débarrasser. Pas sûr que ce soit non plus complètement la liberté, ou qu'il faille espérer ça. Parce que tant que vous espérez ça, vous êtes dans ce que Guy Debord appelait la problématique de la société du spectacle. Vous êtes des spectateurs. Et tant que vous êtes spectateurs, vous n'agissez pas. Et il ne se passe rien, vous attendez le prochain épisode.
Et tant que vous attendez le prochain épisode, c'est pas vous qui écrivez l'histoire. Et si le scénariste est un tordu, lui, il va écrire l'histoire comme ça l'arrange. Donc il y a comme une nécessité de se réemparer de l'histoire et de l'écrire autrement. Ok. Donc résistance, ça voudrait dire se placer dans un surplomb moral. Ça voudrait dire rejouer un traumatisme épigénétique avec une résolution qui n'a pas été satisfaisante, et si vous la rejouez pareil, ce ne sera pas satisfaisant encore une fois. Donc il faut le faire différemment de ce qui s'est passé en 39-45. Et ça correspond à désigner des ennemis qui ne sont pas les bons. Et en plus, ça crée un groupe mythique et idéologique complètement, on va dire, fantasmé. Dans les résistants, il y a quoi? C'est ceux qui sont allés dans tous les supermarchés en disant « Non, je ne mets pas le masque, allez vous faire foutre, etc. » C'est ceux qui sont passés entre les gouttes, on fait un masque, ils l'ont mis, et ils ont survécu. C'est ceux qui ont gueulé sur Twitter en faisant des rodomontades de Matamor. Les rodomontades, c'est un mot que j'aime bien, mais peut-être que vous ne l'utilisez pas ici. Un mot, Théophile Gautier l'emploie dans Le Capitaine Fracasse. Alors, c'est du langage un peu fleuri, hein, ce qu'on appelle le Parnasse, quelqu'un qui écrit pour faire des beaux mots, quoi. Et rodomontade, c'est le capitaine Matamor, qui arrive avec une très longue rapière, et il a une épée de 2,50 m, et il fait semblant qu'il se bat contre des ennemis imaginaires, puis mais dès qu'il y en a un, pour de vrai, il s'enfuit en courant. Et vous avez plein d'hommes et femmes politiques qui passent leur temps à faire des rodomontades. Mon ennemi est la finance internationale. Ça, c'était François Hollande. Bon, finalement, c'était pas son ennemi tant que ça. Et donc, vous avez plein de gens qui font des rodomontades grotesques sur Twitter. Ni oubli, ni pardon, il faudra mettre en taule tous ces enfoirés, etc. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as commencé à faire? Qu'est-ce que tu as commencé à ne pas faire? Ah, je reviendrai à cette idée du non-agir. Mais donc, je commence à être prudent vis-à-vis de ce vocable résistant. Que je trouve qu'il ne nous mettrait pas forcément bien les uns avec les autres, et il n'amènerait pas forcément à une résolution souhaitable. Et de l'autre côté, on a, je vais revenir à la résistance, mais encore un mot sur la résistance. Résister voudrait dire je me maintiens contre un ennemi. Et je lutte contre un ennemi. Je résiste contre cet ennemi. Mais tant que je résiste contre cet ennemi, je lui donne une prise. Et lui a une prise sur moi. On est dans une action et une rétroaction qui font qu'on a besoin l'un de l'autre pour continuer d'exister. Et si en plus je me suis défini comme résistant, que c'est ma vie, que j'ai tout quitté, si mon ennemi s'échappe, j'ai plus de raison d'être, j'ai plus de raison d'exister, je disparais. Ontologiquement, c'est comme si je n'avais plus de but dans la vie. Et on a vu plein de gens, après ces 4 années de Covid et autres, alors même que le totalitarisme commence à être un peu plus soft, un peu plus pervers, un peu plus entre les lignes, être un peu comme dépressif. C'est-à-dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais, quoi? Maintenant, j'attrape quoi? Et se mettre à essayer d'attraper à la gorge leurs propres frères et sœurs résistants, qui l'année d'avant étaient des frères d'âme, des sœurs d'âme. Mais là, d'un coup, sont des salauds d'opposition contrôlée. C'est labile, hein, ça tourne vite, hein, quand même, le vent, pendant la guerre. Donc il y a des chances de se gourer d'ennemis, quoi. Et d'être dans un groupe complètement fantasmé, pas réaliste. Or, c'est tout le problème de notre société aujourd'hui, c'est un récit qui n'a plus à voir, qui n'a plus commerce avec le réel. Une histoire qui nous est racontée sur le monde, qui n'a rien à voir avec ce qu'on vit au quotidien. Nous, on a eu la sécheresse humide, quoi. C'est-à-dire tout le printemps, il a plu. Hein. Et dans les médias, ils nous ont dit, c'est la sécheresse humide. C'est la sécheresse, mais elle est humide. Tout le monde a dit, mais de quoi vous parlez? Même si les nappes phréatiques sont au plus haut, mais c'est limite. Enfin, ils sont au plus haut. Par rapport à d'habitude. On a eu ça, hein. Peut-être vous l'avez eu aussi, quoi. On a eu les malades asymptomatiques. Et quoi? Les malades asymptomatiques, ça veut dire quoi? Ils sont pas malades, donc. Ils n'ont pas de symptômes. Si, ils sont malades quand même, parce qu'il y a un test qui... Et on a ce problème-là, c'est que très rapidement, un récit fantasmé peut s'apparenter à la folie, à la rationalité morbide de la folie. Trouver des justifications pour des choses qui n'existent pas, pour des choix qui étaient contre la réalité, et arriver quand même à faire une histoire qui dit non, mais ça va. Non, attends, oui, le vaccin
protège pas de la contagion. Certes, maintenant je suis convaincu comme toi. Mais il est toujours sûr et efficace. D'ailleurs, je n'ai pas fait une forme grave. J'ai fait un Covid, certes. Mais je n'ai pas fait une forme grave. De quoi tu parles? Je comprends pas ce que tu dis. Ça aurait été bien pire si j'avais pas été vacciné. Qu'est-ce que t'en sais? Vous avez entendu ça comme moi, non? Enfin, c'est la rationalité morbide. Des gens qui se racontent une histoire pour essayer de justifier a posteriori des choix qui étaient délirants. Ok. Donc, ce dernier point sur la résistance, c'est, après l'idée que c'est un récit fantasmé, mythologique, comme tout récit mythologique et mythique, il s'accommode des faits comme il a envie. Hein, vous avez tous lu des mythes. Dans les mythes, vous dites, ça colle pas, quoi. Enfin, les faits, ils sont pas là. Ben, si, il a soulevé une montagne. Bon, ok. Donc dans les mythes, on fait ce qu'on veut. Donc s'il y a le mythe de la résistance anti-Covid, on fera ce qu'on veut. Et on racontera toutes les histoires. Louis Fouché avait 3 bras. Et il était capable de passer sa vie sur Internet à faire des entretiens. Non, c'est pas vrai. Hein. Je ne suis qu'un pauvre humain, comme nous tous, quoi. Cette dernière idée dans la résistance, qu'au fond, il s'agit effectivement d'un récit fantasmé, et ça c'est Matthias Desmet qui en a parlé. Peut-être que vous avez eu vent de son travail, c'est un sociologue de l'université de Gand, néerlandophone, en Belgique, qui se trouve être quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec lequel j'ai des liens, et que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai la chance d'échanger, et qui a travaillé sur ce qu'on appelle le phénomène de formation de masse. Le phénomène de formation de masse, c'est quoi? C'est quand un groupe, quand des individus forment un groupe, forment une foule. C'est la formation de la foule, en gros. Cette foule qui fait peur, quoi, dans les stades de foot, cette foule qui fait peur sur les avenues quand elle manifeste, cette foule qui est une foule, et quelque chose de très différent que la somme des individus qui la composent. Et où les individus gomment une grande partie de ce qu'ils sont eux, parce qu'ils ont l'écharpe de l'OM. Et ils sont supporters de l'OM ce jour-là. Ils sont pas toute la complexité et toutes leurs failles d'humains et toute leur fragilité. Ils ont la force de la foule. Ce phénomène de formation de masse, pour Matthias Desmet, se produit quand, dans un groupe humain, il y a certaines conditions préalables qui sont réunies. Ça n'intervient pas n'importe quand. Ces conditions préalables, pour lui, sont au nombre de 4. Peut-être qu'il y en a d'autres. Ouais, je pense qu'il y en a d'autres. Mais déjà ça. Free floating anxiety. Anxiété flottante, sans objet. Nous sommes anxieux, nous avons peur, nous ne savons même pas de quoi. Changement climatique, les punaises de lit, les orages sur Montréal. On ne sait plus, quoi. De toute manière, on a peur. De toute manière, il faut avoir peur. Le cloche-soir, Davos, le virus, chickenpox, je sais pas. Ça s'arrête plus. On est dans un terrorisme permanent qui fait que nous avons une anxiété flottante, sans objet. Et même si nous n'avons pas peur de ce qui est désigné par les médias de masse, nous avons peur quand même du pouvoir. Free floating miscontent. Et donc, un mécontentement flottant, sans objet. Il y a quelque chose qui manque. Il y a un mécontentement, il y a une profondeur qui n'est pas atteinte. Alors, on pourrait peut-être aller plus loin. Lui, c'est une description sociologique, hein, donc aller parler de spiritualité, là, attention, à l'université, on n'a pas le droit. Hein, mais est-ce qu'il y a un vide profond spirituel, un vide intersidéral qui est rempli à coups de boucles dopaminergiques de récompense? Je vais cliquer, je vais mettre mon pouce en l'air sur telle vidéo, etc. Je vais avoir une boucle de dopamine, ça va aller mieux. Je vais en redemander. Jusqu'à suivre toutes les vidéos TikTok, quoi. Comme ça, à chaque fois, avoir à la fois la boucle de dopamine, chaque fois qu'il y a une récompense, et toute la boucle de frustration en attendant. Free floating anxiety, free floating miscontent, perte de sens au travail. Mon travail n'a aucun sens. Ce que je fais au quotidien, mon œuvre, qui devrait être profondément l'accomplissement de mon être au monde et de ma participation à l'expérience collective, ne sert à rien. Je vends plus de bagnoles, j'optimise des tableaux Excel, je fais des programmes d'amélioration action-qualité, je fais quoi? Ça n'a aucun sens. Je suis dans un travail qui sert à rien, qui ne sert pas en tout cas à un bien commun désirable auquel je pourrais aspirer. Il me sert à avoir du pognon à la fin du mois pour payer mes impôts, pour payer le coco dans la bagnole, pour payer mon loyer, etc. Et j'y retourne.
parce que je suis un esclave et que je suis asservi à devoir repayer mon loyer, mon coco dans la bagnole. Ok, c'est pour ça que je travaille, c'est pour ça qu'on travaille. Bien sûr que non. On ne travaille pas pour gagner de l'argent. On est dans une église, encore une fois. La doctrine sociale de l'église imposait que le travail doit servir l'homme, et non l'homme servir le travail. Mais vous vous souvenez, pareil, dans une église, je me permets, à un moment, Jésus arrive le jour de Shabbat, et il soigne. Et les docteurs de la loi lui disent, tu n'as pas le droit de soigner le jour de Shabbat. C'est interdit. Et Jésus leur dit, le Shabbat est fait pour l'homme ou l'homme fait pour le Shabbat? Et évidemment, le Shabbat est fait pour l'homme. Et si on doit soigner le jour du Shabbat, évidemment, on va transgresser la loi à la con. Pareil pour l'argent. Est-ce que c'est l'homme qui doit servir l'argent ou l'argent qui doit servir l'homme? C'est des questions simples, hein, pourtant. C'est pas des trucs conceptuellement hyper compliqués, mais on s'aperçoit qu'il y a une perversion complète. Nous passons notre vie à servir l'argent. Nous passons notre vie à servir le travail. Nous passons notre vie à servir le Shabbat. Mince. C'est pas le seul. Il n'y a pas que dans la religion chrétienne qu'on a posé cette question-là de l'interdit et de la transgression de l'interdit et de la place de la règle. Free floating miscontent, free floating anxiety, perte de sens au travail, perte de lien social. 4e point essentiel pour Matthias Desmet comme condition préalable au phénomène de formation de masse totalitaire. J'ai une perte de lien social. Je suis isolé socialement. Je ne fais plus partie d'un groupe. Je suis un singleton, un individu. Parce que tout le langage sociologique correspond à ça aussi, à dire vous êtes des individus. Vous êtes des atomes, vous êtes atomisés. Hannah Arendt en avait parlé. À partir du moment où vous atomisez les gens dans une société, où ils n'arrivent plus à s'assembler les uns avec les autres, vous créez les conditions préalables au totalitarisme. Vous n'avez plus le droit de vous dire bonjour, vous n'avez plus le droit de vous réunir à plus que 6, vous n'avez plus le droit d'aller voir votre grand-mère dans le home pour personnes âgées, vous n'avez plus le droit les enfants n'ont plus le droit de jouer ensemble dans la cour, les personnes âgées n'ont plus le droit de voir les enfants à Noël parce qu'il faut que la mamie soit dans... etc. Vous vous souvenez de tout ça, C'est pareil, c'est pas nouveau cette séparation. Les hommes doivent détester les femmes doivent détester les hommes, les jeunes doivent détester les vieux doivent détester les jeunes, les baby-boomers sont responsables de tout ce qui s'est passé, il faut les détester, etc. Tout ça est fait pour séparer la société et faire qu'il n'y ait plus de groupe dans lequel on puisse se retrouver et dire « Moi, j'aime faire partie de ce groupe-là. Je suis bien là, je suis pas en conflit, ça va. » Or, il y a une double fragilité ontologique entre l'individu et le groupe. Je vais le dire autrement, c'est une phrase avec des mots compliqués. Il y a une faille, quelque chose dont nous avons profondément besoin. Sans ça, il y a une menace existentielle profonde entre le groupe et l'individu. Le groupe a besoin d'individus. Il a besoin de gens différents. Il a besoin de marginaux. Il a besoin de déviants. Il a besoin de gens qui disent « je ne suis pas d'accord ». Si tout le monde est d'accord, si tout le monde est conforme, le groupe n'existe plus. Et inversement, l'individu a besoin du groupe. S'il n'y a pas de groupe pour que mon action trouve à s'étendre, ça n'a aucun sens. Enfin, on a tous eu ces moments où on se retrouve seul, à dire oh, je continue pas dans cette vie, en fait, tout seul. C'est comme c'est très petit, maman regarde mon dessin, il faut que quelqu'un d'autre regarde notre production pour qu'elle ait une valeur. Il faut qu'il y ait un regard extérieur qui soit porté sur nous pour que notre existence prenne forme. Si personne ne nous regarde, et ça peut aller jusqu'à la folie, comme tous ces gens qui sont dans des narcissismes juxtaposés sur Twitter, à attendre d'avoir X followers ou X likes pour que leur vie ait un sens. Ah, j'ai pris une photo de mon petit-déj, etc. J'ai eu 150 likes. Waouh, ma journée vaut quelque chose, quoi. Ah, j'ai eu 3 likes. C'était pas important, ça. On a une évaluation, on place l'évaluation dans le regard de l'autre. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui ne vivent que de ça. Le monde du showbiz, du spectacle, etc. n'attend que ça, quoi, pour exister. Ok, donc ça nous fait 4 points importants: perte de sens, perte de lien social, l'anxiété flottante et le mécontentement sans objet. Et il manque un petit catalyseur à la réaction chimique de la formation de masse, c'est une information scandée par des médias de masse en permanence, un refrain, un mantra, quelque chose qui vient et qui sert d'objet de
focalisation de l'attention. Ça peut s'appeler le Covid, ça peut s'appeler l'Ukraine, ça peut s'appeler Gaza, ça peut s'appeler... On s'en fout, en fait. Vous prenez un objet qui va d'un coup tout expliquer. Grâce au Covid, je sais pourquoi je suis mécontent. Ça n'est pas free et floating. Je suis mécontent parce qu'il y a une terrible maladie qui nous rend tous malheureux. Grâce au Covid, je sais pourquoi je suis anxieux et j'ai peur. Il y a une terrible maladie qui risquerait de tuer mamie ou de me tuer moi. Grâce au Covid, enfin, j'ai résolu mon problème de lien social. Tous vaccinés, tous protégés. C'est pour les autres que je le fais. Pour les enfants, on va leur mettre des restrictions à l'école, etc. Ça a un sens, enfin. Et j'ai résolu mon problème de sens, effectivement, puisque je lutte contre cette terrible épidémie, et donc je suis un combattant fantasmé de la lutte contre l'épidémie. Et donc je vais faire partie du groupe, même si ça n'a aucun sens, tous mes problèmes existentiels et psychologiques sont résolus. Je n'ai plus cette chape de plomb dans laquelle je vivais jusqu'ici. Je sais pourquoi. Et donc si jamais quelqu'un arrive, un Fouché, un Perron, un Raoult, ou qui que ce soit, ou un Rien Fou Québec, arrive et dit le Covid, c'est rien en fait, enfin, c'est une grippe quoi. Vous imaginez que pour celui qui vient de résoudre tous ses problèmes grâce à ce terrible Covid, c'est insupportable, il n'a pas du tout envie d'entendre ça. Il préfère tirer à boulet rouge sur celui qui dit c'est pas très grave. Et on a des moyens de soigner, il n'y a pas besoin, il n'y a pas mort d'homme, on revient à la situation antérieure. Mais la situation antérieure était insupportable, déjà, elle était invivable. Donc les gens n'ont pas du tout envie d'y revenir, ils préfèrent avoir un objet sur lequel se focaliser. Et c'est pas grave si on leur enlève cet objet-là, ils en prendront un autre. Il faut lutter contre le vilain Poutine. Il faut lutter contre le vilain machin. Et ça ne s'arrête plus, parce que on cherche à résoudre ces 4 problèmes que je vous ai cités, avec lesquels on ne pouvait plus vivre. Et ça permet de cette formation de masse, d'un coup, cette identification collective dans laquelle des gens se retrouvent dans le miroir mimétique, dans lequel on a dit qu'on avait besoin d'exister. J'ai besoin du regard de l'autre, j'ai besoin d'être dans cette idée d'appartenance. Si je n'appartiens plus, si je suis ostracisé, c'est terrible. C'était la pire des peines dans la Grèce antique, hein. Être ostracisé, être mis au banc de la société. C'était pas la mort. Être tué, c'était pas le pire. C'était être chassé de la cité. Mais ce que je viens de vous raconter, là, ça ressemble fichtrement aussi à ce que les gens de la résistance ont fait, non? Il faut lutter contre le vilain Davos, le méchant Klaus Schwab et le méchant Bill Gates. Un ennemi fantasmé, inaccessible. Moi, je n'ai pas accès à Bill Gates, hein, personnellement. Et je ne le vaincrai pas, à l'évidence. Je n'ai pas les moyens du tout. Mais je vais fantasmer que c'est mon ennemi, et à partir de ce moment-là, si on est tous nombreux à fantasmer ce truc-là, ça y est, on sait pourquoi on est anxieux, hein. C'est à cause de Bill Gates et de Davos, quoi, ou je sais pas quoi, vous donnerez le nom que vous voulez, ou de financiers occultes, de BlackRock, avec Larry Fink, etc. On saura pourquoi on est mécontent, on donnera un sens à notre travail et à notre œuvre. On créera du lien social dans lequel on se retrouvera, et on sera frères et sœurs d'âme et d'armes dans cette lutte contre cet ennemi fantasmé. Et il vaudrait mieux que cette lutte ne se termine jamais, parce que sinon on reviendrait à la situation initiale où notre vie n'a aucun sens. Et vous avez eu ça pour tous les militaires qui ont connu un conflit, c'est qu'à la fin du conflit, je fais quoi? Pour tous les gens qui ont passé un concours difficile de première année de médecine ou je sais pas quoi, à la fin, je fais quoi? J'ai vaincu l'ennemi, quoi. Il y a quand même une dépression. Bon, il faut que j'en trouve un autre, quoi. Il y a autre chose à faire. Alors voilà les dangers de la résistance, pour moi. Cette idée de faire de manière mimétique au système, sa reproduction chez nous et dans nos groupes, en pensant que nous faisons le bien, que nous sommes le bien, que les autres sont des normistes et des aliénés qu'il faut réveiller, etc. Que notre objectif est louable, que l'ennemi que nous poursuivons est le bon. Ok. Alors, je suis un peu long là, parce que j'arrive au bout de mon temps presque. Je vais parler de résilience. La résilience, c'est un concept qui a été développé, entre autres, par Boris Cyrulnik, que vous connaissez peut-être comme un psychologue qui a beaucoup travaillé sur les enfants dans les orphelinats roumains, mais aussi sur le sens de la vie, sur, de manière générale, le trauma. Ah, le trauma. C'est quoi le trauma? On passe notre vie dans le trauma. Notre vie est un drame permanent de traumatisme, quoi. Chaque chose qui se passe est un traumatisme. Un traumatisme, ce serait, pour Cyrulnik, comme une cicatrice dans le cerveau. Comme un endroit où les neurones ont créé des jonctions les uns avec les autres qui sont stabilisées et sclérosées, comme de la fibrose. Vous savez, une mauvaise cicatrice. Moi, j'ai des mauvaises cicatrices à certains endroits. C'est pas de la peau normale.
C'est de la peau qui n'a pas la même élasticité. Elle fait mal un peu tout le temps. Et en même temps, elle se réouvre plus facilement aussi. Elle est plus fragile. Les cicatrices dans le cerveau, c'est des autoroutes synaptiques. C'est des endroits où si vous laissez passer l'électricité, spontanément, elle va partir à cet endroit-là. Parce que c'est une autoroute, quoi. Vous avez bâti une autoroute. L'autoroute, c'est une cicatrice. Hein. Voilà. Là, à 40, à 50, là, je sais plus. C'est une grosse cicatrice dans Montréal. D'ailleurs, ils sont obligés de la réparer tout le temps. Là. Les groupes. Il y a des travaux sans cesse, hein, j'ai l'impression. Je suis venu en juin, il y a des travaux, il y a encore des travaux. Je pense qu'il y en aura encore quand je reviendrai dans 2 ans. Ça ne s'arrête jamais, quoi. Donc ça a l'air fragile, quand même, mine de rien. Et en plus, c'est embouteillé. C'est pareil pour le trauma. Le trauma va contaminer le présent d'une expérience passée qui est restée figée. Ça, c'est pas normal. Normalement, quand vous me racontez une histoire, vous allez la raconter d'une certaine façon. Si vous la racontez à votre beau-frère, la même histoire, vous allez la raconter différemment. Si vous la racontez à quelqu'un d'autre encore, vous la racontez différemment. Si vous êtes joyeux et que vous avez un coup dans le nez, vous avez bu un verre de rouge, vous allez la raconter d'une certaine manière. Si vous venez de sortir d'un conflit avec votre patron ou je sais pas qui, vous allez la raconter d'une autre manière et pas mettre en valeur la même chose. Le passé est labile. Le passé passe son temps à être remâchonné par le présent. Bizarre comme idée, hein. En fait, le présent influence le passé. Ça, c'est normal. Et il y a un moment où non, le passé revient à l'identique dans le présent et contamine le présent. Quelle que soit votre situation émotionnelle dans laquelle vous étiez à cet instant-là, joyeux, triste, etc. Ah, on parle de mon père, j'ai été violé, etc. Toute la charge émotionnelle revient intacte et contamine ce moment-là. Ou quelqu'un vous parlait de sa relation à son père. Et vous venez plaquer sur ce qu'il est en train de vous raconter. En fait, toute la charge émotionnelle qui est restée intacte. Parce que, dans votre cerveau, l'autoroute synaptique a été empruntée, c'est la rampe de flipper principale, ça a tilté, tac, vous êtes sûr que ça va faire, ça va allumer le multiball, et c'est parti, quoi. Ça, c'est le trauma. Et une grande partie du travail sur le trauma consiste à retravailler la cicatrice, à aller essayer de la rendre plus souple, de redonner de la mobilité. On fait ça avec le MDR, peut-être certains connaissent parmi vous, Eye Movement Desensitization, et je sais plus quoi, par la méditation ou d'autres pratiques, on en parlera avec Robert, mais qui consiste à travailler le trauma, c'est-à-dire d'essayer de redonner de la complexité à l'histoire. Attends, il s'est passé ça dans ta vie à ce moment, tu me le racontes toujours pareil, toujours en fixant au même endroit tes yeux. On va essayer de te faire bouger les yeux déjà, t'obliger à faire travailler tes neurones des deux côtés, sur les voies longues, etc. Et je vais t'obliger à me le raconter autrement. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as senti olfactivement? Qu'est-ce que tu as vu avec tes yeux? Qu'est-ce que tu as entendu avec tes oreilles? Qu'est-ce que tu as senti sur ta peau? Qu'est-ce que tu as ressenti au niveau kinesthésique? Quelles émotions étaient là? On va gratter la complexité. On va essayer de redonner des nuances. De dire, c'est pas si simple. C'est pas juste, mon père m'a violé et je peux plus jamais vivre. Non, raconte-moi ça encore et encore et encore et encore. En montrant toutes les complexités qu'il y a dedans, jusqu'au moment où tu vas réussir à séparer les faits de la charge émotionnelle qu'il y avait. Oui, j'ai été violé par mon père, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'aujourd'hui je puisse pas me marier, avoir d'enfants ou autre. Ça n'a rien à voir. C'est arrivé, ok. Est-ce qu'on entretient le trauma et on re-raconte l'histoire pareil? Et on leur raconte toujours la même. On fixe le Covid une fois pour toutes. Où est-ce qu'on gratte la complexité? Est-ce que la personne qui a mis un QR code dans sa boutique, je vais continuer à dire c'est un normise soumis? Ou je vais dire mais je vais discuter avec lui, raconte-moi, je veux t'écouter sur ce que tu as vécu. Je voulais pas le faire, mais je comprends, il y a les flics qui passaient tous les 2 jours, et puis voilà, le crédit au cul, il fallait que j'ai tel compte d'exploitation chaque mois, sinon je devais faire mes boutiques. Moi, j'ai 2 gamins, puis il y a ma mère à charge. Tiens, ça commence à être plus compliqué que t'es juste un salaud de collabo. En fait, t'es un humain, avec sa complexité et ses besoins. Et ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un en face n'est plus classé dans un groupe avec une grosse étiquette en pleine gueule où il est mon ennemi, mais où redevient un humain, je recommence à avoir besoin d'égard pour lui et de compassion. Et à partir du moment où il y a de la compassion, il pourrait se produire quelque chose d'étonnant, une réconciliation. Lily est peut-être pas là, mais de la fondation Lily Monnier,
m'avait envoyé une vidéo de la fondation FDDLP, m'avait envoyé une vidéo au Népal sur ce qu'on appelle les cercles restauratifs. Les cercles restauratifs, c'est l'idée d'utiliser la communication non violente en vue de la résolution des conflits. Et donc, c'est pas une justice punitive, c'est pas une justice qui va dire t'as telle peine, c'est comme ça, et voilà, tu seras en tôle, et alors enfin je serai content. Olivier Véran est en tôle, je sais pas qui, chez vous. Hein. Personne s'occupe du dossier Marquis, là. Rien à dire, moi. Et là, enfin, je serai content. Et quoi? Je vais mâchonner pendant 12 minutes ma satisfaction d'avoir fait mordre la poussière à cet enfoiré. Et ensuite? Mais quoi? C'est pas le but, on se trompe d'ennemi. C'est pas lui l'ennemi. Il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas d'ennemi. L'ennemi, il est là-dedans. C'est ce que vivent tous les gens qui ont été vaccinés et qui ne voulaient pas. Je discutais dans l'avion avec une jeune femme qui est d'Ontario et qui vit à Avignon. Elle vient d'Avignon, mais elle avait besoin d'aller voir sa famille. Et là, elle allait voir sa famille pour présenter le petit dernier. Elle avait un bébé qui a été très mignon pendant tout le voyage. Et à côté de moi, qui a joué avec mes habits, là, c'était mignon, quoi, comme tout. C'est les petites mains de bébé. Et puis je discutais avec elle, parce que le bébé avait l'air de chercher contact. Je me suis dit, bon, j'ai discuté avec sa maman. Et on en vient rapidement à la question de la vaccination. Et c'est d'elle-même qu'elle y vient. Et elle me dit, mais j'étais obligée. Je voulais pas, mais j'étais obligée. J'étais obligée, je pouvais pas voir ma famille. Je venais d'avoir un enfant, il fallait que j'aille le montrer à ma mère, etc. Et à Ottawa, par là. Et je sentais qu'elle cherchait une justification. Elle cherchait à me dire, c'est pas ma faute, j'étais comme obligée, je pouvais pas faire autrement. Mais qu'au fond, elle s'en voulait. Elle était en train de retourner la culpabilité sur elle-même de ce qu'elle avait fait. Et c'est quelque chose qui arrivait très souvent ces dernières années, de voir des gens en colère, qui ne décolèrent pas sur la vaccination, sur tel ou tel truc, parce qu'ils ont un effet secondaire, par exemple, s'ils ont une myocardite, on en parlait avec Robert, des gens qui ont une myocardite qui ne décolèrent pas contre le système, mais au fond, ils sont en colère contre eux-mêmes. Pourquoi je me suis laissé faire? Pourquoi j'y suis allé? Pourquoi j'ai accepté de me faire mener en bateau par ces enfoirés? Alors qu'on m'a prévenu, alors que mon père m'a prévenu, alors que tout le monde... Pourquoi? Et cette question-là de soi-même, elle est extrêmement douloureuse. Elle n'est pas du tout facile à aborder. C'est la question de toutes les victimes d'un abus, d'un trauma. Et là, je reviens à l'idée de résilience. L'idée de résilience chez Cyrulnik, c'est a posteriori. Comment, sur un choc et un impact que j'ai reçu, un trauma que j'ai reçu, j'arrive à reprendre forme et à reprendre pied dans cette existence. Mais il faudrait faire attention, parce que l'idée de résilience pourrait vite arriver à une sorte de soumission ou de résignation. Ok, je vais m'en prendre plein la gueule, et de toute manière, j'ai la ressource peut-être pour faire face après. Et c'est là que la résistance est intéressante. Peut-être que parfois il y a besoin de dire non, d'arrêter le trauma, de savoir dire non, dire stop, ça ne passera pas par moi. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas un calcul utilitariste, je ne vais pas gagner plus d'argent, je ne vais pas être plus connu, etc. Mais je vais dire non. C'est ce qu'ont fait les suspendus en France. Hein. Les suspendus ont été des gens qui ont perdu leur travail parce qu'ils ont refusé d'être vaccinés. Tout le calcul aurait été de faire un faux. Évidemment, c'était 10 fois plus simple. Ils ont dit non. Et quand vous leur demandez pourquoi vous avez dit non, il n'y a pas de version rationnelle. Pendant 2 secondes, ils vous parlent des effets secondaires, etc. Mais très vite, ils vous disent je sais pas, c'est dans les tripes, quoi. C'est non. C'est pas possible. Et je me suis beaucoup posé la question de qu'est-ce qui fait que des gens disent non et d'autres se sont laissés faire et puis après, en plus, acceptent de s'en vouloir a posteriori. Ce qui est vraiment dégueulasse, c'est la double peine. Hein. Tu t'es pris le vaccin et en plus, tu vas t'en vouloir à toi-même. Et ça m'a rappelé un texte de Mikhail Bulgakov qui s'appelle Le Maître et Marguerite. Dans Le Maître et Marguerite, Bulgakov emploie un style littéraire qui est assez fréquent dans l'Est, qui est de faire survenir une figure mythologique ou mythique ou religieuse de manière anachronique. C'est-à-dire, vous faites survenir Jésus, Marie, Joseph, au XXe siècle, etc. C'est une figure assez connue littéraire. Et là, il fait survenir Satan dans la Russie communiste des années 60. Satan survient, sous les traits du professeur Wolland. Le professeur Wolland arrive et fait de la magie noire. Et il fait des spectacles.
Et il fait un spectacle, par exemple, au Théâtre des Variétés à Moscou, un peu comme là, où il fait pleuvoir des billets. Et toute la foule essaie d'agripper les billets, quoi. Des dollars canadiens qui tombent, quoi. Au prix des choses au Québec, on prend, quoi. Sauf que le lendemain, ils se rendent compte que quand ils payent, ce sont des coupures journaux. C'est de la fausse monnaie. C'est faux. C'est pas des vrais dollars. Et le diable passe son temps à faire ça dans ce livre. C'est-à-dire qu'il tend aux gens leurs failles. Il les force pas. Il ne provoque rien. Il les pousse dans leur propre misère, dans leur propre fêlure. Satan passe son temps à faire ça, à nous pousser dans nos propres failles. Et ensuite s'en lave les mains. Dire, ah ben non, vous avez choisi d'être vacciné. D'ailleurs, vous n'avez pas d'assurance. D'ailleurs, c'est pas ma faute, quoi. Nous, c'était marqué, regardez. C'est marqué. L'Agence européenne du médicament l'a marqué, là. Vous n'avez pas lu? Ah ben, attendez, vous mettez un truc dans votre camp, vous n'avez pas lu. Vous êtes fou, quoi. Espèce d'enfoiré, vous l'avez mis à la télé partout. Et c'est très dérangeant dans le Maître et Marguerite. C'est très très dérangeant parce que presque le diable devient sympathique. Parce qu'il est rempli d'humour, quoi. Il regarde l'humain un peu avec mépris, quoi. De manière misanthrope, s'ils sont assez cons. Bonne chance, quoi. Et je crois qu'on vit pas autre chose. On vit quelque chose de satanique, au sens de Maître et Marguerite, qui est cette façon de nous pousser en permanence dans nos failles, et en plus après à s'en vouloir à soi-même. Et là, la résilience, à mon avis, effectivement, pourrait en passer pour de la lâcheté. Pour dire, je vais essayer de passer à travers tout ça. On est en train de me faire un mode de vie insupportable, où j'ai des QR codes partout, où je suis encagé dans ma propre ville. C'est à Paris pendant les JO. Hein. Vous avez peut-être vu des images, c'est assez grandiose. Hein. Marseille, moi je vous parle de Marseille, parce qu'il y a des épreuves olympiques de Marseille, à la voile, sur la rade. La rade, il y avait 5 corvettes militaires en permanence, dans Rade Sud, 3 hélicos non-stop en vol stationnaire, quelque chose comme 70 Zodiacs des affaires maritimes et de l'armée, en train de patrouiller, d'arrêter tous les gens qui voulaient aller faire un tour en barque, aller faire du paddle, ou je sais pas quoi. C'est pas des jeux, hein. Une ambiance militaire. Et tout le monde dit, ouais, mais bon, si ça permet d'éviter un acte terroriste. Quand est-ce que tu dis non? Quand est-ce que ça s'arrête? Donc voilà, j'ai presque fini mon temps, après je vais convoquer Robert, on va faire une petite pause. Mais pour vous dire, je suis pas sûr que ni résilience, ni résistance ne soient les bons mots à choisir pour la façon dont on va raconter les choses. Et que par contre, il faut qu'on y réfléchisse, parce qu'il y a besoin de raconter. Il y a besoin de raconter encore et encore. André l'a fait au début, hein, je l'ai fait un petit peu, de re-raconter le Covid, de remettre le réel au milieu de la table, de repermettre aux gens de le regarder frais à nouveau. Comme pour gratter le trauma, comme pour faire ce dont je vous ai parlé dans la thérapie sur le trauma. D'arrêter de raconter une histoire simpliste, d'arrêter d'être déjà trop vieux avant l'heure. C'est les vieux, ils racontent toujours la même histoire de la même façon, la même blague au même moment. Non, il faut vous forcer, les gars. Il faut vous forcer à essayer de le raconter encore avec de la nuance, avec une nouvelle histoire, en mettant plus d'humanité, en essayant de mettre plus de compassion, de faire émerger aussi tout ce qui est beau. Qu'est-ce qu'on veut ajouter au quotidien? Un peu plus de noirceur et un peu plus de peur, un peu plus de terrorisme ou un peu plus de beauté. Beaucoup de gens aujourd'hui qui font de l'art, soi-disant, en fait ils ajoutent de la merde à la merde, quoi. Ils font des trucs dégueulasses. CF, la cérémonie JO. L'ouverture. Vous en conclurez ce que vous voulez. C'est une vaste discussion. Hein. On l'aura à la pause. Et où est-ce que j'ai une sorte de responsabilité à faire advenir quelque chose de plus beau chaque jour? C'est pas évident, parce qu'on va me prendre pour un bisounours. Et un bisounours, les bisounours, c'est des petits ours gentils. C'est une référence en France, peut-être pas au Québec. Les quoi, les calinours. Voilà, les calinours. Est-ce que je suis un calinours soumis ou pas ou non, je vais arriver à être conscient de ce qui se passe, à le regarder en face, à regarder le monstre en face, mais essayer de le démanteler le plus possible. Parce que plus je l'étudie, plus j'y mets de la nuance. Si vous regardez les Archive Files, peut-être vous avez entendu parler de ça, c'est Robert Koch Institute Files, c'est des fuites qui ont eu lieu de l'Institut Robert Koch allemand, qui est un institut qui a servi de conseil au gouvernement allemand dans la période du Covid, un peu l'équivalent de l'Institut Pasteur, quoi, ou quelque chose comme ça.
Et ils ont fait un compte-rendu par jour, de 11 pages. Puis c'est des Allemands, hein, c'est toujours 11 pages, tous les jours. C'est des métronomes, quoi. C'est pas à Marseille qu'on aurait fait ça. Mais eux l'ont fait. Et vous regardez, vous dites, mais ils disent tout, quoi. Ils disent tout de ce qu'on a dit avec bon sens. Ouais, le masque, peut-être utile pour les réanimateurs qui intubent, etc. Bon, ok. Le masque en population générale ou pour les gamins, et on n'a pas de preuves, quoi. Et ils sont juste factuels, hein, ils prennent les preuves qu'ils ont, les preuves qu'ils n'ont pas, et tous les jours ils le disent. Et ça, c'est déjà une nuance. Tout le monde n'a pas été un salaud dans cette histoire. Les gens du Robert Koch Institute, à l'évidence, ont donné au gouvernement les informations qu'ils devaient avoir. Donc les salauds, à la fin, vous aviez un gros groupe, quoi, de collabos, tous les mêmes, etc., d'énormistes, soumis et tout, qui se restreint, et puis à la fin, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est ça qu'on va constater à la fin. Il n'y aura plus personne. Même si, je ne suis pas sûr, hein, mais même Olivier Véran, peut-être, ou un équivalent québécois, on va trouver dans son histoire personnelle, dans sa vie, dans le pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il vient foutre à ce moment-là, et que ça lui tombe sur la figure, et les décisions qu'il prend, chose, vous dites, il a fait le mieux qu'il pouvait, quoi, avec les maigres ressources probablement qu'il avait. Et je crois, de plus en plus, plus le temps passe, que chacun a fait le mieux de ce qu'il pouvait faire. Et y compris collaborer. C'est-à-dire certains ont vraiment authentiquement pensé, dans un phénomène de formation de masse totalitaire, que faire respecter le masque dans le supermarché, que faire respecter tel truc, était pour le bien de la population. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, en tout cas qui ont réussi à se convaincre, et qui ont été convaincus par les médias de masse, que c'était le mieux à faire. C'est fini ? Ouais. Ouais, ça va. J'avais plein de choses à dire, j'avais mis sur un petit papier et tout ça, mais évidemment, j'ai pas dit le quart. Ok. Je résume alors, parce qu'on arrive à la conclusion doucement. La résistance renverrait à un imaginaire qui n'est probablement pas le bon, parce que si nous rejoignons ce même imaginaire, nous arriverons à une résolution qui n'est pas la bonne. Et nous repartirons pour un cycle infernal de réincarnation que les bouddhistes et les hindouistes appellent le samsara. C'est-à-dire revivre, être condamné à revivre le même jour. Vous avez peut-être vu le film de Bill Murray, Un jour sans fin, qui est un film humoristique, mais au fond, dit beaucoup de choses de notre condition humaine. Donc on est dans un jour sans fin. Là, c'est vraiment un cycle court, quoi. Et donc il va falloir qu'on trouve une sortie. Et je vous rappelle que Bill Murray arrive à sortir du truc, pas en gagnant au loto, pas en ayant préparé son coup d'avance. Enfin, vous regarderez, hein, pour ceux qui l'ont pas vu. Le type est coincé dans le jour de la marmotte pour toute la vie, quoi. C'est le Groundhog Day, quoi, le jour de la marmotte dans son à Chicoutimi ou je sais pas où. Et les journalistes, il doit aller suivre ce truc dont il se contrefout, et il est coincé, quoi. Chaque matin, il se réveille, c'est le même truc. Et il s'en sort que quand il devient authentiquement amoureux, que quand il change son cœur authentiquement. Et qui regarde tout ça avec détachement, sans essayer de prédire, sans essayer de contrôler, sans avoir une stratégie pour essayer d'être le plus riche, etc. Donc, résistance renvoie un imaginaire qui n'arrive pas à une résolution. Il nous place en surplomb moral, qui est discutable, parce que prendre un surplomb moral d'emblée vis-à-vis des autres, c'est se teinter de supériorité, et ça n'aboutit que rarement à une réconciliation où, à partir du moment où vous avez raison et vous donnez une leçon à l'autre, il y a peu de chances qu'il veuille l'entendre de cette oreille. Ça n'arrive pas, quoi. Ça renvoie à maintenir l'ennemi en face et à le revalider en permanence, de plus en plus gros, de plus en plus monstrueux, de plus en plus dangereux. Parce que si je n'ai plus d'objet à ma résistance, je tombe dans le vide. Et il n'y a rien de pire que de tomber dans le vide, ma vie n'aurait plus aucun sens. Cette résistance renvoie au phénomène de formation de masse totalitaire qui a eu lieu pour l'ensemble de notre société, qui est tombé dans les travers qui étaient déjà présents, et qui a pris un objet contraphobique qui lui a permis de résoudre temporairement toutes ces névroses, mais ça n'est que temporaire, et il faudra qu'elle trouve un autre objet, et un autre objet, et un autre objet. Et si on ne veut pas faire comme nos contemporains, il faut faire autrement, parce que eux vont avoir le Covid, l'Ukraine, Gaza, ensuite ce sera je sais pas quoi, mais vous allez avoir les multinationales du médicament, puis le lobby LGBTQIA+, puis les pédocriminels, puis je sais pas quoi. Et vous n'allez jamais cesser d'avoir un ennemi. Or, il faut quand même, de manière claire, à un moment, il faut vaincre l'ennemi, quoi. Et pour le vaincre, il faut l'étudier. L'étudier de manière la plus ample possible, avec le plus de nuances possible, pour lui redonner sa part d'humanité.
la dernière fois que je suis venu ici, il y avait un congrès sur les survivantes de pédocriminalité, et les survivants, que ce soit dans l'église ou ailleurs. Et je ne m'attendais pas à ça, hein. J'ai pris le truc en plein dans les dents en venant chez vous. Et il y a plusieurs témoignages un peu touchants, qui au fond essayaient de retrouver dans ce système qui est malade, complètement tordu, qui fait du mal aux gens, d'essayer de retrouver des humains là-dedans. Et il y a une des personnes qui témoignait qu'elle avait été sauvée par un des membres du réseau pédocriminel, qui avait retrouvé une part d'humanité à ce moment-là pour la sortir de là. Et il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Dans la fange, est-ce qu'on peut trouver quelque part de lumière? Ben là, je vous ai raconté le Robert Koch Institute. C'est quoi? C'est une personne du RKI qui a fourni les leaks, quoi, qu'on ne pouvait plus. Un journaliste qui a dit « J'en peux plus de vivre avec ce mensonge, de faire semblant qu'on était tous d'accord, qu'il y avait un consensus scientifique, etc. Je vais vous raconter comment ça s'est passé vraiment. » Et elle a fourni les minutes du RKI. Ça, c'est précieux, hein, parce que le plus on aura de transfuges dans le système, le plus ils tombent de l'intérieur, le plus ça n'a plus aucun sens. Et donc, plus on est prêt à les accueillir, le moins ils sont des normies, etc. Mais le plus c'est des gens avec leurs contraintes, leurs difficultés, et on va essayer de résoudre le trauma ensemble. Le mieux, je crois, on pourra résoudre. Et ensuite, il y a cette histoire de résilience. Cette histoire de résilience ne devrait pas être assimilée, pour moi, à une lâcheté ou à une soumission. Et donc, à mon sens, quand on est en plein en train de subir un trauma, il n'y a pas vraiment lieu de parler de résilience. Il y a là à parler de dire non, d'arriver à dire non. Et dire non est coûteux, douloureux, nécessite de renoncer à de très nombreux avantages acquis, à de très nombreux conforts. Et vient chercher quelque chose qui n'est pas de nature utilitariste, qui n'est pas de nature de ce que les philosophes de l'école de Francfort appelaient la rationalité instrumentale. L'école de Francfort, c'est l'école allemande de philosophie et de sociologie surtout, avec des gens comme Adorno, Horkheimer, en Allemagne dans les années 60, 70 et 50, et qui étudie ce mouvement de la société capitaliste postmoderne, on va dire, à faire que tout devient instrumental. L'autre est un instrument, l'autre est un objet de ma jouissance, de mon accomplissement. J'ai toujours une idée derrière la tête quand je fais quelque chose. Il n'y a pas d'intuition, pas d'instinct. Je vais calculer, je vais évaluer mon entreprise, je vais évaluer mes consultations médicales, je vais évaluer tel ou tel patient, etc. pour essayer de mettre en place le système le plus rationnel possible en vue de l'efficacité maximale. Et eux sont parmi les premiers à défricher cette déshumanisation progressive de la société et à montrer qu'elle aboutit à toutes les cruautés, à toutes les horreurs. Une société où tout est rationnel, aboutit au nazisme, aboutit au covidisme. Parce qu'au nom de la rationalité, c'est en train d'arriver en France, hein, il y a des lois sur l'aide à mourir, par exemple, c'est en train de passer, ce sont des lois très transgressives, et qui n'ont rien à voir avec les soins palliatifs. Rien à voir avec l'idée d'accompagner l'agonie, mais qui ont tout à voir avec la création d'un marché de la mort. En fait, ce sont des lois qui créent des bulles spéculatives sur la mort. Et d'ailleurs, si vous avez un peu de pognon à placer, hein, vous pouvez créer des entreprises d'aide à mourir en France. À mon avis, c'est un bon projet, en termes de rentabilité économique, hein, pas en termes d'humain. Et c'est vrai dans la mort, c'est vrai dans la naissance, c'est vrai dans la grossesse, c'est vrai dans toutes les franges de nos vies qui jusqu'ici étaient réputées non pathologiques, mais physiologiques. Il y a une pathologisation de notre physiologie. Nous devenons malades en permanence juste de vivre. Il faudrait qu'on se corrige, qu'on se rééduque, etc. Cette rationalité instrumentale, elle aboutit à toutes les cruautés parce que l'autre va toujours être utilisé quelque part. Mais c'est exactement ce qui s'est passé, et y compris dans les résistants. Je l'ai vécu, je vous le raconte. Vous créez un réseau, vous avez 150 000, 200 000, 1 million, 2 millions de personnes que vous pouvez toucher potentiellement. Il y a plein de gens qui arrivent et qui vous disent « ce serait quand même intéressant qu'on vende telle chose hein ». Ils veulent utiliser le réseau pour faire de l'argent. Vous avez des gens qui vous proposent de faire un film, un livre, etc. pour utiliser le crowdfunding que vous feriez, etc. Au début, vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes dans un monde de béni oui où vous pensez que tout le monde est gentil, etc.
En fait, pas du tout. Au sein même de la résistance, les pires ayant été les avocats dans toute cette histoire en France, vous avez des profiteurs de guerre. Les profiteurs de guerre sont très nombreux et ils se nourrissent de cette rationalité instrumentale, c'est-à-dire d'utiliser l'autre comme un moyen et pas comme une fin. Ça, c'est une phrase de Kant. Il dit, fais que tu considères toujours l'autre comme une fin d'abord et jamais comme un moyen. L'autre n'est pas un moyen de mon accomplissement. Et au fond, quand on utilise ce terme de résistance, c'est une façon démagogique d'agir. Façon symbolique et démagogique d'agir. Symbolique, Symbolein, c'est ce qui rassemble, c'est le point de convergence. Bolein, c'est le mouvement, Sud, c'est ensemble. Donc, un symbole, c'est quelque chose qui nous rassemble. Ça peut être un drapeau, ça peut être une pièce, c'est une image, une icône. C'est quelque chose qui nous rassemble à un point précis, en vue d'un certain sens. Mais très vite, ce symbole peut être utilisé de manière démagogique. Demos again. Again, c'est mener. Go gain, comme dans pédagogie ou dans démagogie, c'est mener un troupeau. Et démos, c'est le peuple. Mener le peuple. Je vais mener le peuple à travers la résistance. Et l'idéal de la résistance, où ça? Il y a beaucoup de gens qui l'ont utilisé pour essayer d'être élus, pour créer un parti politique, pour drainer du pognon, etc. Qui sont restés dans cette rationalité instrumentale et qui ont utilisé l'idée de résistance. Donc voilà, donc je suis désolé, on ne peut plus utiliser le mot résistance. On peut faire ce qu'on veut. Le mot de résilience, je ne suis pas sûr non plus. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'il faudrait se déterminer nous-mêmes. Peut-être comme un groupe hétéroclite, diverses, mues par des aspirations complexes, parfois contradictoires, d'humains qui vont essayer de faire de leur mieux. Peut-être ce serait pas mal.